On a tous déjà rêvé d'avoir une épée. Quand j'étais petit, perso c'était une vraie fixette. S'il y a un objet que je voulais le plus au monde, c'était bien ça. Et ça m'amenait souvent à la même question. À quoi pouvaient bien ressembler les armes du passé? Je veux dire, il y a évidemment les plus connus que tout le monde a en tête. L'arc, l'épée, le glaive à la limite. Mais en réalité, ces armes ne représentent qu'une petite partie de l'immense arsenal que les soldats avaient à leur disposition. C'est pourquoi dans cette vidéo, on verra les armes les plus dangereuses de chaque époque. Et croyez-moi, il y en a des surprenantes. À commencer par la préhistoire. Bon, on pourrait croire qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette période, mais en fait ce serait totalement faux. Les hommes préhistoriques étaient parfois très inventifs, et on sous-estime souvent leur créativité en termes d'armement. La toute première arme jamais créée, c'est tout simplement la pierre. Bon, celle-là j'avoue elle est pas très étonnante, mais ne la sous-estimez pas. La pierre, en plus d'être trouvable hyper facilement plus ou moins à n'importe quel endroit sur Terre, peut s'avérer être une arme redoutable. Elle peut être utilisée au corps à corps pour marteler son adversaire, mais aussi à distance. Une pierre de taille moyenne, lancée à pleine puissance dans la tête d'un ennemi, se révèle très souvent létale, surtout à la préhistoire où les crânes brisés n'étaient pas vraiment soignables. Mais bon, ça reste une pierre, niveau précision de lancer et portée, c'est pas terrible. C'est pour ça qu'on va lui donner la note honorable de 2 sur 10. Un peu plus tard, dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un s'est dit: et si j'attachais ce caillou pointu à ce long bâton? Ça pourrait me maintenir à distance de mon adversaire pour lui infliger des gros dégâts sans qu'il ne puisse rien y faire. C'est comme ça qu'a été créée la lance. Souvent composée d'un long bout de bois et d'un silex, c'est une arme de choix pendant la préhistoire. Et elle le restera d'ailleurs durant toute l'Antiquité et une partie du Moyen-Âge. À l'époque, il existe un vrai game de la lance. Les différents types de bois, acacia, frêne ou chêne, et de pointe, acier ou bronze, définissent la valeur d'une lance. Tranchante et perforante, elle permet à son soldat une portée bien plus grande qu'un simple glaive. Et sa portée peut d'ailleurs être encore augmentée par le lancer, même si cette technique reste beaucoup moins précise et à usage unique. La lance est donc une arme très appréciée, mais son utilité n'est pas que martiale, car elle était aussi énormément utilisée pour la chasse. Un moyen efficace de surprendre le gibier en l'attaquant de loin, et une bonne méthode de défense contre certains animaux sauvages. La prochaine sur la liste, c'est l'arc. Et là, on commence à rentrer dans le cœur du sujet. Officiellement, je le mets dans la préhistoire, parce que la toute première flèche de l'histoire datait de moins 10 000 avant Jésus-Christ. Mais en réalité, la technologie de l'arc a surtout été développée durant l'Antiquité. Bon, Gast vous a dit qu'il existait une gamme des lances, mais la gamme des arcs, c'est bien pire. Il en existe des centaines de types différents, mais voici les plus mainstream à l'époque. L'arc européen dit bourguignon, ou arc français, a un design un peu plus courbé que les autres, et aussi a une plutôt bonne précision. Il est fait à partir de bois d'orme ou de frêne, et il est relativement long. Nous avons aussi l'arc asiatique, qui, pour le coup, est beaucoup plus petit, et encore une fois, très courbé. Sa particularité est d'être composé d'un assemblage de bois, de tendons et de cornes, ce qui lui donne une très bonne résistance et souplesse. Enfin, nous avons l'arc africain. Il n'est composé que d'une pièce de bois et il est souvent de longueur moyenne, bien qu'elle puisse varier. Mais ce qui le différencie des arcs classiques, c'est sa corde qui est faite de tendons d'animal et qui permet ainsi une meilleure élasticité et propulsion de la flèche. À l'époque, l'arc est donc une arme de renom. Elle permet de chasser, mais aussi de faire la guerre à longue distance. La précision n'est pas parfaite, mais la portée est excellente, de 50 à 300 mètres pour les arcs les plus sophistiqués. Pendant la guerre de 100 ans, le roi d'Angleterre, Henri V, affronte une armée française largement supérieure en nombre. C'est la bataille d'Azincourt. Les Français sont 30 000 alors que les Anglais ne sont qu'à peine 5 000. Mais la différence entre les deux armées, c'est que les Anglais possèdent les longbows, le meilleur arc de l'époque, qui propulse ses flèches jusqu'à 350 mètres de distance. Grâce à la boue, à l'étroitesse du champ de bataille et à la pluie de flèches, les chevaliers français sont massacrés, avant même d'avoir atteint les lignes anglaises. On passe directement à l'Antiquité, même si l'arc en faisait déjà un peu partie, avec une arme qui n'en est pas vraiment une. Au 7e siècle, l'Empire byzantin est grandement menacé par le peuple arabe. En une trentaine d'années, l'Empire perd la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Mais la goutte d'eau qui fit déborder le vase, c'est en l'an 672, quand la capitale impériale est prise d'assaut par la flotte musulmane. C'est à ce moment qu'un certain Kallinikos, architecte et sujet de l'Empire, invente le feu grégeois, un mélange inflammable ayant comme particularité de brûler même au contact de l'eau. Cette découverte est fatale pour n'importe quel navire, et elle permet en quelques semaines de carboniser l'armée navale qui assiégeait Constantinople. Mais l'Empire ne va pas s'arrêter là, et son expansion massive jusqu'au 15e siècle est en partie due à l'invention du feu grégeois. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, cette arme c'est le cauchemar de tout marin musulman, ou même de n'importe quel marin en fait. On ne sait pas exactement de quoi il était composé car les Byzantins ont tout fait pour garder le secret, afin d'être la seule puissance possédant cette technologie. On estime juste qu'il s'agissait probablement d'un mélange de naphte, une sorte de pétrole, et de résine, qui augmenterait la durée des flammes. Le Moyen-Âge, ah quelle belle époque! La famine, la peste noire, les guerres sans fin, et surtout le trébuchet. Là on arrive sur la première arme de cette vidéo qui peut tuer plusieurs personnes à la fois. Faut bien se dire que pour l'époque c'est une révolution martiale,
Qui aurait pensé qu'on puisse d'un seul coup éliminer plusieurs soldats? Le trébuchet est ce qu'on appelle un engin à contrepoids. Le principe est grossièrement d'utiliser un poids au bout d'une très longue poutre, elle-même attachée à une corde dont le rôle est de balancer le projectile avec toute la puissance qu'a créé l'effet de levier. À première vue, on pourrait croire que le trébuchet est une version plus lente et coûteuse de catapulte, car sa cadence de tir est de 1 à 2 projectiles par heure, et il requiert 40 à 60 hommes pour fonctionner correctement. C'est pourtant très loin d'être le cas. Le trébuchet met à l'amende n'importe quelle catapulte, et ça, c'est surtout grâce à son système de contrepoids, car avec cette nouvelle technologie, les projectiles tirés sont bien plus lourds, et envoyés à une puissance bien plus grande. Le trébuchet était l'arme de guerre par excellence, pouvant réduire en poussière une muraille pourtant réputée imprenable. Même les forteresses les plus coriaces n'y résistaient pas. C'est par exemple le cas du château de Tibériade durant le siège de Acre, qui n'aurait jamais cédé sans la présence de trébuchets. L'âge d'or du trébuchet, le seul moment où vraiment tout le monde s'accordait à dire que c'était sans débat l'arme la plus puissante actuellement, c'est le XIIIe siècle. Et c'est à ce moment que le roi d'Angleterre, Édouard Ier, décide de construire le plus grand trébuchet jamais créé, qu'il surnommera le Warwolf, ou loup de guerre. Et pour vous dire à quel point ce loup de guerre était titanesque, le simple fait de le démonter et de le transporter quelque part prendrait 30 wagons de train. Le Warwolf mesurait environ 20 mètres de hauteur, à peu près la taille d'un immeuble de 6 étages. Mais en réalité, il ne fut utilisé qu'une fois, durant le siège de Stirling en 1304. Ouais, c'est pas encore ça niveau rentabilité, mais apparemment son unique tir fut redoutablement efficace, puisqu'il suffit à percer la muraille dans toute son épaisseur. Pour l'époque moderne, les classements sont un peu plus difficiles, parce que l'efficacité des armes n'est pas aussi tranchée que pour les autres époques, mais on a quand même certains arsenals qui sortent du lot, et c'est notamment le cas de la première arme à feu de cette liste, l'arquebuse. Là, on commence à se rapprocher petit à petit des fusils actuels, même si on en est encore assez loin. Ok, les principales raisons qui ont fait de cette arquebuse l'arme la plus dévastatrice de son époque, c'est avant tout son efficacité sur le champ de bataille. Elle permet de toucher des ennemis à distance, comme l'arc, mais d'infliger des blessures bien plus mortelles et d'avoir une précision encore meilleure. Mais son principal atout, c'est surtout que les balles, contrairement aux flèches ou n'importe quel autre projectile, peuvent transpercer les armures des soldats adverses. Et ça a rendu l'équipement classique des fantassins complètement inutile et encombrant. Ensuite, bien sûr, l'un des avantages de l'arquebuse, c'est sa simplicité d'utilisation. N'importe qui avec quelques jours d'apprentissage peut apprendre à s'en servir correctement, tandis qu'un arc nécessite au moins plusieurs années d'exercice pour arriver à un niveau de précision correct. Ce qui va aussi faire de l'arquebuse une arme de choix, c'est enfin sa reproductibilité de production, car en effet, cette arme peut être facilement produite en masse. Elle est standardisée et donc reproductible à grande échelle, ce qui permet d'en équiper toute une armée assez rapidement. Tellement rapidement qu'en quelques siècles, l'entièreté des bataillons européens ont une section d'arquebusiers, et ce nouvel armement est devenu indispensable. À la base, l'arquebuse est inventée en Allemagne du Nord au XVIe siècle, mais elle sera rapidement reprise par les Français, les Anglais, puis les Espagnols. Elle pèse quand même entre 4 et 7 kg, ce qui la rend assez difficile à manier. C'est pour cette raison qu'elle s'utilise généralement avec un fourquin, une sorte de piquet pour simplifier la visée et la rendre plus précise. Quoi qu'il en soit, l'arquebuse était pour toutes ces raisons une arme redoutable et crainte de tous les soldats. On estime aujourd'hui qu'elle aurait tué au total entre 2 et 4 millions de morts. Ok, on passe à l'époque la plus meurtrière et de très loin, le XXe siècle. Bon, pour le coup, là, on entre dans un domaine d'armes responsable de la mort de dizaines de millions de personnes. Chaque arme est dévastatrice, mais on peut quand même déterminer celle qui l'a été le plus. Et là, vous pensez peut-être à la bombe nucléaire. Elle a eu des effets dévastateurs à Hiroshima et Nagasaki. Pourtant, vous seriez très loin du compte. Cette arme était évidemment surpuissante en dommages directs et en destruction du terrain. Le choix parfait pour affaiblir un pays industriellement. Mais en termes de nombre de morts, on peut faire bien pire, à commencer par l'obusier. Celui-là, il a vraiment été destructeur. L'obusier est un canon, il peut prendre plusieurs formes, mais il a toujours le même fonctionnement. Un tir en cloche d'environ 45 degrés pour retomber sur l'ennemi à pleine vitesse. Sa munition, vous la connaissez tous, c'est l'obus, une sorte de contenant en forme de balle de fusil, mais beaucoup plus gros et farci d'une bonne quantité d'explosifs. Le principe est d'utiliser le tir en cloche de l'obusier pour propulser l'obus au-dessus des tranchées adverses et exploser un impact. Mais le plus mortel avec ces obus n'était pas l'explosion en elle-même, c'est plutôt les petits éclats d'obus projetés dans toutes les directions qui coûtaient souvent des jambes, des bras ou dans le pire des cas, la vie aux soldats. Cette arme est probablement celle qui a tué le plus de personnes dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, on retrouve encore certains cratères d'obus, toujours visibles après des dizaines d'années. C'est difficile à estimer, mais on considère que l'obusier aurait fait depuis son invention entre 40 et 50 millions de morts à lui seul. On aura donc vu l'arme la plus puissante, dévastatrice et meurtrière de chaque époque. En réalité, il est assez difficile
difficile de classer objectivement ces armes car leur efficacité dépend d'une multitude de critères. Mais on a fait de notre mieux pour établir une liste assez réaliste en se basant sur des faits. Dans tous les cas, on espère vraiment que vous aurez aimé la vidéo. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un like, commenter ou même partager la vidéo. Ça nous aide beaucoup en termes de visibilité, donc merci d'avance. Sur ce, c'était Gast et Thomas, à la prochaine.